Bertrand Ritsch, né à Strasbourg, alsacien de naissance, donc alsacien de cœur, généalogiquement alsacien aussi, sur au moins 10 générations, dans toutes les branches. Et voilà, président du Cercle généalogique d'Alsace pendant 7 ans à peu près, mais je ne le suis plus depuis quelque temps. Voilà ma présentation rapide de mon côté alsacien de la chose. En interne, dans notre association, dans notre cercle généalogique, on faisait des formations à raison d'une fois par mois pour des gens qui sont entre débutants et confirmés, qui ont déjà quelques notions de généalogie et qui veulent savoir d'où ils viennent. Et souvent, c'est des gens du cru, parce que notre siège est à Strasbourg. Donc ça tournait beaucoup, surtout d'ailleurs autour du Bas-Rhin. J'ai moins l'expérience de Strasbourg même, mais Strasbourg a des grands noyaux. Il y avait beaucoup de paroisses à l'époque, protestantes ou catholiques. Et donc les gens se mariaient beaucoup dans leur milieu professionnel ou dans leur milieu de quartier. Les gens de la Robertsau se mariaient à la Robertsau, par exemple. Les gens de la paroisse Sainte-Aurélie, ils se mariaient entre eux. Très souvent. Mais il y a eu beaucoup d'apports de partout après la guerre de 30 ans. Mais moi, je connais plus les villages parce que je suis moi-même d'un petit village du sud de Strasbourg. Et là, on se mariait dans le village ou dans le village limitrophe. La génération d'avant, le village limitrophe, on pouvait se marier de nouveau dans le village limitrophe. Donc, on allait à 2 villages plus loin. Mais enfin, tout ça se tenait, on dirait aujourd'hui, dans un canton, à peu près. Donc, quand on est dans un petit village comme ça, il y a 3 ou 4 générations, globalement, on tourne autour de temps à autre un apport étranger. Enfin, étranger. Ça peut être les Vosges, ça peut être le Haut-Rhin ou ça peut être le nord de Strasbourg. Une chose comme ça. C'est déjà, pour des gens, 1800, 1700, venir de 50 km, c'était déjà une aventure, quoi. Mais ça restait alsacien, avec quelques incursions de l'autre côté du Rhin, mais très, très peu, en fin de compte, en ce qui me concerne, parce que c'était quand même une frontière assez difficile à passer. Le Rhin, ça ne se traversait pas comme ça, donc il y avait peu de liens. Et le village dont je suis issu est un petit peu plus loin de la limite du Rhin, donc on avait plutôt tendance à rester dans le ride alsacien, quoi. Voilà. Au niveau historique, un petit peu de la famille, tout ce qui tourne autour. 10 générations, c'est globalement ce qu'on arrive à faire en Alsace quand on est de religion catholique. Je prends plein de pincettes parce qu'il y a tellement de contre-exemples, mais quand on est catholique, en fin de compte, les registres datent de 1680, donc on est à peu près à 10 générations, à quelque chose près. 1680, les registres paroissiaux catholiques, donc on arrive à remonter quand on a une naissance dans les débuts de ces registres, le père est cité, la mère est citée, donc on arrive à peu près à remonter à 1650, sans faire trop de difficultés, sauf quand les registres ont brûlé, qu'ils ont été vandalisés, etc. Il y a des communes spécifiques, Marlenheim et d'autres, où on ne trouve plus rien. Quand on est protestant, on peut aller plus loin. Les registres ont commencé 100 ans avant. Ce qui a donc 100 ans, c'est 3 générations. 3 générations, ça fait 8 personnes. Les parents, 2, les grands-parents, 4, les arrière-grands-parents, 8. Donc 10 générations, on a à peu près 1000 ancêtres, à la louche. Quand on fait le bout, en admettant qu'on remplisse tout, c'est chez les protestants, on est à 8000, entre 1000 et 8000. Bon, mais c'est l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir remonter le plus loin possible, mais ça ne se fait pas sans sueur. Chez les Juifs, on fait encore moins de recherches d'une certaine façon, elles sont plus dures, parce qu'il faut, avant la Révolution, les Juifs, ils n'ont pas de registre paroissiaux. J'appelle ça paroissiaux parce que c'est des uniques qu'on connaît, bien sûr, ils n'en avaient pas. Donc, avant la Révolution, ils ne sont enregistrés nulle part. Donc, avant la Révolution, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des cas où on peut remonter. Et à partir de la Révolution, ils s'enregistrent dans l'état civil. Mais ça veut dire qu'on arrive à peu près à la Révolution, c'est à peu près 1800, on fait des chiffres ronds. Donc, quand une personne de confession juive vient au monde en 1800, ses parents sont cités dans l'état civil, donc on remonte à 1770 à peu près. Voilà, l'ordre de grandeur de ce qu'on fait traditionnellement dans une famille juive. Alors, il y a des façons de remonter plus haut, mais donc 1770 par rapport à 1650 pour un catholique, par rapport à 1550 pour un protestant. Donc, la religion qu'on a, quand on commence les recherches généalogiques, influe totalement sur le travail qui sera induit derrière. Alors, chez les Juifs, on peut quand même remonter parce qu'il y a les carnets de circoncision. C'est en général les circonciseurs qui passaient de village en village et qui faisaient des circoncisions. Ils avaient un petit carnet où ils notaient, mais ça nécessite 2 choses. Déjà que ce soit un garçon, il faut être circoncis. Et la deuxième chose, c'est qu'il ait survécu
une semaine, parce que la circoncision a lieu une semaine jour pour jour après la naissance. Donc les enfants morts-nés ou qui sont morts dans les 2-3 jours qui ont suivi ne sont jamais répertoriés dans ce petit livret. Et bien sûr, les filles non plus, donc la moitié de la population n'est pas répertoriée. Donc grâce à ces carnets de circoncision, on arrive à remonter un petit peu plus loin dans les généalogies juives, et aussi grâce aux contrats, parce que contrat de vente de maison ou contrat de mariage, des choses comme ça, où on arrive à remonter, parce que dans ces contrats, comme dans les contrats des catholiques ou des protestants, mais il y a la filiation qui est marquée. Un mariage, il y a les parents qui sont marqués. Dans un contrat de vente de maison, il est marqué d'où venait la maison. Donc, en général, c'est les parents, quand ce n'est pas un achat, mais c'est un legs. Donc, voilà, on arrive à remonter quand même un petit peu, mais ce n'est plus de la généalogie facile. Il faut y aller un petit peu au forceps pour trouver les renseignements, d'autant qu'ils sont tous écrits en hébraïque. Donc, il n'y a que le lectorat juif qui peut accéder à ce genre de documents, quoi. Donc, voilà. Je sais qu'il y avait eu un article d'une dame qui avait trouvé ce carnet d'un circonciseur, donc qui était dans une famille. Et en fin de compte, en fait de carnet, c'était, je ne veux pas dire une feuille A4 pliée en deux, mais ça peut ressembler à quelques feuilles qu'on a agrafées ou un petit livret, enfin vraiment un petit cahier manuscrit où le circonciseur, il allait de village en village. C'était un petit peu ça. Mais je ne pourrais pas répondre exactement à cette question. Les archives départementales doivent en avoir sans doute, sinon le consistoire israélite, qui n'est pas loin d'ici, il en a peut-être quelques-uns, où ils ont peut-être la référence des endroits où on peut les trouver. Peut-être dans l'une ou l'autre communauté, mais elles se font de plus en plus rares. Donc voilà, ou des familles d'anciens circonciseurs ou de rabbins. Alors il reste aussi les cimetières, donc faire le recensement de toutes les tombes du cimetière et puis trouver aussi des gens qui puissent traduire les stèles, donc avec tout ce que ça comporte, aussi bien généalogiquement et souvent des histoires qu'on ne connaît pas. J'ai l'exemple d'une stèle à Fegersheim d'une dame qui est morte, mais c'est plus récent, c'est 1820 ou quelque chose comme ça. Et sur la stèle, il y a marqué que, ma foi, elle avait eu des problèmes, donc on a dû lui l'amputer d'une jambe, et 5 jours après, elle est décédée. Donc, c'est triste, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une tranche de vie malheureuse, mais qui est expliquée sur la stèle et qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas de bouquin qui dit ça, c'est pas dans l'état civil, on marque pas la cause ni tout ce détail-là. C'est sur certaines stèles, on arrive à retracer la vie ou un élément de sa vie, même s'il est malheureux, mais on arrive à retracer ça. Voilà. Donc, on peut quand même remonter et avoir des focus sur la vie des gens. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là, quoi. La langue des documents, donc on a parlé de l'hébraïque avant la Révolution. Maintenant, si on remonte le temps d'aujourd'hui, on va faire notre généalogie à nous tous, en admettant qu'on soit locaux, tous de Strasbourg. Déjà, on va arriver à la période 39-45. Alors déjà, là, c'est la période allemande. Ça se lit relativement bien. C'est de l'allemand. Il suffit de pas grand-chose comme connaissance pour bien déchiffrer. Et puis souvent, les noms, on arrive bien à les sortir. Il n'y a pas de problème. On arrive entre les deux guerres, donc entre 1918 et 1939. On est de nouveau en France. Ça se passe bien. On arrive à la guerre de 70-18, là, les 48 ans qui sont là. Écriture allemande, des registres immenses, et il n'y a rien de marqué. Enfin, il n'y a rien de marqué, il y a marqué dans l'essentiel, mais ils sont souvent lacunaires, parce que pas toujours très, très bien nommés en filiation. Et c'est écrit dans une langue très pointue. C'est comme un électrocardiogramme, hein. Les lettres se coupent, c'est comme un sismographe un petit peu. Il faut avoir l'habitude. C'est la première difficulté, la grande difficulté de lecture en généalogie, c'est celle-là. Passer, c'est 48 ans, et 48 ans, c'est en général 2 générations. Donc on a plusieurs fois les actes à lire, aussi bien naissance que décès que mariage. Pas facile. Le fond des registres est préimprimé, donc on remplit les blancs, le nom, le prénom, etc., le métier, mais on ne dit pas d'où viennent les parents, par exemple. Donc on a du mal à savoir. Quand on veut remonter la généalogie, on a beaucoup de mal, alors que dans d'autres actes, c'est marqué. Entre 1820 et 1870, là, les actes français, c'est fantastique, ils sont préimprimés. Dépend de l'écriture, mais en général, c'est des officiers d'état civil qui sont nommés, donc ça se passe très bien.
Après, on a de nouveau une période avant 1820 qui est un petit peu bizarroïde parce que ça écrivait très mal. On va dire ça commence en 1792 à peu près jusqu'en 1820. Là, les registres paroissiaux, on n'en veut plus, même si les curés et les pasteurs tiennent leurs registres, mais c'est l'état civil. Donc là, on dit, tiens, toi, Jules, tu sais à peu près lire et écrire, toi, tu vas t'occuper de l'état civil. Oui, mais c'est le à peu près qui est souvent embêtant. Et il écrit souvent comme il l'entend et avec sa façon à lui de le faire. Dans le village que je connais bien, Fegersheim, il était assistant du maître d'école, celui qui a écrit les premiers, enfin qui a tenu les premiers registres, assistant du maître d'école, mais lors d'un contrôle, l'inspecteur avait quand même dit qu'il fallait qu'il retourne lui-même à l'école pour se perfectionner en calcul et en orthographe. Donc c'était lui qui était responsable de l'état civil. Donc là, on voit que c'est pas toujours très simple de remplir ça, avec des écritures qui valent ce qu'elles valent, avec une qualité de papier qui vaut ce qu'il vaut. Donc, quelques petites difficultés dans cette période-là, surtout la période révolutionnaire, je dirais 1792 jusqu'à la période de Napoléon. Là, c'est vraiment des écritures très, très compliquées, avec du papier de mauvaise qualité, de l'encre qui souvent traversante, donc l'acte qu'on voit de l'autre côté reprend les motifs de la page d'en face, quoi, etc. Donc, très difficile. Donc, mais ça, jusque-là, tout va bien. C'est après que ça se complique vraiment, ou avant, si on veut dire, si on prend chronologiquement. Avant la Révolution, donc là aussi, ça dépend de quelle religion on est. Donc, on a dit, chez les Juifs, il n'y a pas d'acte. Donc, ça, on met de côté. Donc, il y a les catholiques et les protestants. Les catholiques, ils écrivent en latin, les protestants écrivent en allemand. C'est à ça qu'on voit tout de suite dans quel type de paroisse on est. Il suffit de l'ouvrir, suivant la langue qu'on voit, et ça se voit tout de suite. Si c'est hodiem, donc c'est aujourd'hui en latin, ou c'est heute, donc on sait que c'est en allemand et que c'est protestant. Donc voilà. Mais là, c'est les curés, les pasteurs qui écrivent. Et ils ont des écritures qui valent ce qu'elles valent. Un papier d'une qualité qui vaut ce que ça vaut. Et ça peut être très bien écrit, comme dans certaines communes où c'est très très bien écrit. Ça dépend donc vraiment de l'officier ministériel qui est là, enfin dans son ministère religieux. Hein. Et comme ça varie tous les 10, 15, 20 ans, sur une période de 150 ans à peu près, donc on peut avoir 15 ou 20 écritures différentes. Voilà, donc... Et après, il faut un petit peu se familiariser avec le latin. J'en ai fait 1 an, c'est pas beaucoup. Je ne maîtrise sûrement pas le latin, mais on arrive à voir la redondance des écritures et puis on a quelques ouvrages qui permettent d'aider. Donc on arrive à se débrouiller et puis il y a des connaisseurs qui, pour certains détails, ils sont là, quoi. Un catholique est très factuel sur l'acte. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il écrit aujourd'hui, le temps étant, est né... le petit François, fils de et de, les parrains, marraines sont, etc. Et tout le monde a signé, sauf celui qui ne s'est pas signé, qui a mis la croix. OK. C'est très factuel. On a cité les gens qu'il faut, ça va. Chez les protestants, il y a un petit peu de... Les pasteurs ont plus de liberté et ils écrivent un petit peu plus ce qui se passe. Entre autres, quand il y a un enfant illégitime, et ça c'est fantastique d'une certaine façon, mais triste, l'enfant qui est illégitime, on va marquer das Hurenkind, cet enfant de... Putain, je ne peux pas dire autrement, voilà. De fille de petite vertu, allez, on va dire ça poliment. Hurenkind ist geboren, et puis Hurenkind est souligné pour bien que dans l'acte, on voit ce mot-là, et non pas le prénom, qui est pourtant, c'est celui, l'enfant qui est né, c'est de lui qu'on parle, c'est à la limite... Connaître son prénom, c'est le premier marqueur de quelqu'un qui vient au monde. Non, c'est pas ça qui compte. Das Hurenkind, c'est ça qui compte, quoi. Chez les catholiques, dans mon village, je prends toujours des exemples que je maîtrise un petit peu. Il y avait aussi des choses équivalentes. Le curé local, quand c'était un enfant illégitime, c'est lui qui donnait le prénom du gamin. C'est pas la maman qui, elle, était encore au lit, donc il fallait bien donner un nom. Et dans le village, par exemple, il avait l'habitude de donner des prénoms très bizarres, entre autres Polycarpe, par exemple. Donc, un enfant du village qui se prénommait Polycarpe, voilà, c'était marqué au fer rouge, on savait, c'était la version catholique de l'enfant illégitime. Pour dire que
En temps normal, tout le monde écrit un tel est né, tel jour, telle heure, de un tel et de un tel avec les parrains marraines. Quand c'est un enfant illégitime, alors là, les plumes se délient de différentes façons. L'un, c'est sur le prénom, l'autre, c'est sur le qualificatif de l'enfant. Donc, sur les morts, il donnait les détails, oui. Là, j'ai un exemple, je crois qu'il était à Egbolsheim, où il y avait eu une chose fantastique qui s'était passée. Alors, je ne connais plus l'année, mais c'était très, très ancien, 1600 et quelques, mais je ne pourrais plus dire la valeur du et quelques. Où une brave dame est décédée et le personnel a pris le cercueil, l'a ramené chez lui, c'est lui qui s'est occupé, le mari s'est occupé de tout, il a mis le couvercle, il a pris sa hachette, le dos de la hache, il a planté les clous, tout ça, etc. On emmène le cercueil, on l'enterre, la brave dame, tout le monde est là, ok. Le mari rentre à la maison, zut, j'ai oublié de mettre ma femme dans le cercueil. Eh ben voilà, on l'apprend par des actes comme ça. Donc, résultat, faut aller déterrer, il faut ressortir le cercueil, il faut rouvrir tout ça, il faut remettre la petite dame dedans, et puis on refait une deuxième inhumation. Mais il faut imaginer ça il y a 300 ans, la catastrophe que ça devait être, le bouche à oreille. Enfin, dans le village, ça devait être phénoménal, quoi. Hein, et puis ça doit se savoir partout. Donc, c'est le genre de petits trucs qu'on apprend aussi, où on apprend parfois le type de décès qui est arrivé. À Plopsheim, je crois, c'est un gars qui est mort parce que Plopsheim étant très protestant, donc par définition, il y a plus de renseignements. Il est mort parce qu'il a eu une tuile sur la tête, ça lui a fendu le crâne. Une dame à Boftsheim, je crois, qui est allée au puits, il y a eu un retour de manivelle qui lui a fracassé la tête. Enfin, on apprend un petit peu des choses aussi sur les décès. Voilà. Je reviens un petit peu juste à la naissance. À Ilkirch, il y avait un événement qui était bien aussi parce que les mariages, normalement, ça se fait à l'église ou au temple. Là, ça s'était fait dans la chambre à coucher parce que il fallait qu'elle se marie. Elle venait d'accoucher il y a 2 jours, donc il fallait quand même qu'à un moment donné, on officialise la situation. C'est pour ça que le mariage a été célébré dans la chambre à coucher. Donc voilà, on a des particularités comme ça qui nous permettent de rentrer un petit peu dans la vie des gens et de l'ambiance qui régnait à l'époque, chose qu'on ne connaît plus maintenant, quoi. Là, je peux ne parler que pour moi. Chacun a sa propre histoire et sa propre approche. J'étais étudiant et ma maman voulait commencer les recherches généalogiques. Et elle m'a dit, allez, on y va, on y va. Moi, je traînais des pieds, mais vraiment, je traînais des pieds. Hein. J'ai dit, oh là là, encore une demi-journée de perdu, aller en mairie. Parce qu'à l'époque, on allait en mairie. On feuilletait les registres nous-mêmes. Et puis, allez, un jour, j'ai dit, allez, je vais faire plaisir à ma maman, je vais y aller. Eh bien, ça a duré une demi-heure, c'était fait. C'était fait, parce que quand on ouvre les registres, ça sent un peu la poussière, mais on trouve. Et encore, on n'avait aucune technique pour aller à l'essentiel et on ne savait pas trop comment faire. Mais enfin, on feuillette et on trouve les ancêtres et, enfin, on se sent Colombo. Parce qu'on réussit à trouver, ça y est, c'est une victoire, à chaque fois c'est une petite victoire, mais une victoire amère, mais qui donne de l'espoir. Parce que dès qu'on trouve un nom, on veut connaître les 2 parents. Donc quand on en trouve un, il nous en manque 2. Et quand on retrouve ces 2, il nous en manque 4. Donc à chaque fois, à chaque victoire, le chemin est encore plus long. Donc, mais c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. Mais c'est donc à peu près à l'âge de 20 ans, ça a pris, et puis... Après, professionnellement, ça se calme un petit peu parce qu'on n'a pas trop le temps. Et puis ensuite, ça revient. Et quand je suis revenu sur Strasbourg, là, je me suis vraiment lancé dans des assos en tant que membre. Et puis après, voilà, les choses se font et la généalogie suit. Pour généraliser à partir d'une généalogie comme ça, généraliser sur l'Alsace, c'est très difficile. Je vais prendre 2 focus différents, mais qui me concernent moi. C'est ma généalogie et celle de la moitié de la généalogie de mon épouse. Moi, je suis donc du côté de Fegersheim, Ried, alsacien, terre très riche. On va simplifier entre Ilkirch et puis Sélestat. Donc on est dans cette portion-là. Les terres sont très riches, les paysans vivent de façon opulente quand même. Donc tout se passe bien, c'est une certaine idée de l'Alsace. Mon épouse est là de la famille au-delà de Haguenau, donc dans le coin de Sels, dans le coin de Scheibenhardt et de Lauterbourg, dans cette région-là. Là, la terre est déjà moins riche. Il y a eu beaucoup de départs, de migrations vers l'Ukraine, vers les États-Unis, beaucoup plus que chez nous,
où on arrivait à nourrir toutes les bouches. Donc, on a deux idées de l'Alsace, c'est 50 km, 100 km, même pas. C'est toujours l'Alsace, même c'est le Bas-Rhin, et à l'intérieur, il y a deux zones totalement différentes, presque disjointes, je ne veux pas dire que Strasbourg fait la limite, c'est pas du tout ça, mais nous, dans le sud et dans le nord de l'Alsace, vraiment des approches différentes de la vie et des difficultés totalement différentes. Dans le nord, ils avaient beaucoup plus de mal à subvenir à leurs besoins. Chez nous, on a eu cette chance, c'est que c'était beaucoup plus ramassé, donc généalogiquement beaucoup plus simple. Mais c'est cette image que ça reflète pour moi de l'Alsace, de l'opulence d'un coin, peut se mesurer aussi grâce à la généalogie. Voilà. La famille de mes parents, de mon épouse sont partis en Ukraine où, entre autres, déjà à l'époque, beaucoup se sont fait massacrer. Donc on est dans les années 1850 à peu près. Ils sont partis 1830 et beaucoup se sont fait massacrer quelques années après. Enfin, il y a des branches complètes de familles. Il y a des villages où le tiers du village est parti en une fois, quoi. C'était des catastrophes humaines, quoi. Mais ils n'avaient plus rien sur place. Ils étaient trop pauvres. Après-guerre, l'agriculture commençait à baisser fortement, jusqu'à ce moment-là. Tant que l'agriculture était vraiment florissante et qu'il n'y avait pas d'industrialisation massive, c'est vrai que la région au sud de Strasbourg, le Ried, etc., ça se portait bien. Et puis maintenant, dans le village qui était entièrement paysan, il en reste un, peut-être deux, allez, un et demi, on va dire, parce que le demi, il travaille par ailleurs et il fait un petit peu de paysannerie à côté. Mais il ne reste plus personne, alors qu'avant, il y avait peut-être 60, 70 familles qui vivaient de ça. Donc, ça a totalement changé. Et par contre, on a des usines maintenant, on a des zones industrielles, on a Lily France, on a des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a eu un revirement complet de façon de vivre, quoi. Au départ, quand l'association dont j'étais président a été fondée, c'était des généalogistes, mais pas des professionnels bien entendu, mais des mordus qui allaient aux archives et qui faisaient vraiment des vérifications de détails et qui lisaient tout. Et ils alimentaient le bulletin de liaison, ils l'alimentaient avec des recherches, mais de fond. Ça, c'était la période, disons, des années 60 à 2000. Est arrivé Internet avec deux choses, une bonne et une moins bonne. La bonne, c'est que les archives départementales ont mis tous leurs actes en ligne. Donc, au lieu de se déplacer, il suffit de pianoter et on a l'acte devant les yeux, l'acte réel, quoi. Enfin, la copie d'un acte. Donc, on peut très bien remonter comme le faisaient les anciens. Mais il y a aussi plein de boîtes qui ont leurs avantages, mais qui ont pris les renseignements de monsieur tout le monde. Chacun a mis sa généalogie à disposition dans ces boîtes. Donc, ce sont des grandes bases de données. Et les gens, ils piochent dans cette base de données. Allez, je cherche un couple Müller-Schmidt qui s'est marié en 1910. Non, on va dire 1810 parce que c'est plus facile. 1810, alors ils pianotent Müller-Schmidt, mariage 1810. Ils en trouvent 20 et puis il y en a un qui correspond. Ah, c'est celui-là, je le prends, je le note, terminé. Mais oui, mais tant qu'on n'a pas vu l'acte, c'est pas parce que quelqu'un a fait ce relevé et l'a marqué sur Internet que c'est juste. Et on s'est rendu compte, en faisant des comptages, qu'il y a énormément d'erreurs. Alors, ça peut être dans l'orthographe d'un nom, ça peut être le jour, le jour de la naissance qui n'est pas le bon, c'est décalé d'un jour. Ça peut être un village qui a été mal lu, surtout avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les interprétations de lecture, sur la façon des scribes et tout ça. Un exemple facile, par exemple, dans les actes de naissance, c'est aujourd'hui, je ne sais pas lequel on est le 30. Aujourd'hui, 30 janvier, comparu devant moi, monsieur Untel, pour nous annoncer qu'il est papa d'un enfant prénommé Untel, né hier. C'est dans le texte comme ça. Alors souvent, les gens, ils prennent aujourd'hui le 30. Le 30, ce n'est pas la date de naissance, c'est la date de l'acte. Et quand on fête un anniversaire, on s'en fout de la date de l'acte. Ce n'est pas celui-là qu'on veut fêter, ce n'est pas là qu'on ouvre la bouteille. On ouvre la bouteille à l'anniversaire, donc s'il est né hier, c'est le 29. Et c'est ce genre d'erreur qui est colporté sur Internet par tous les gens qui mettent ça. Alors ça se gomme, ça se corrige, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs. Et tant qu'on n'a pas vu l'acte soi-même, il ne faut pas prendre comme bon ce qui a été recopié. Parce que sinon, on colporte une erreur. Et ce n'est pas parce que 30 ont marqué ça que c'est plus juste. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui l'ait marqué, les 29 autres l'ont tous copié. Donc le nombre ne donne pas une garantie de justesse. Voilà. Mais il y a plus de gens actuellement qui font de la généalogie parce que c'est tellement facile de recopier et puis de dire « Ah, ça y est, ma généalogie est faite », mais ils n'ont pas ouvert un seul registre, ou en virtuel ou en réel, mais ils ne sont pas allés dans une mairie, ils ne sont pas allés aux archives.
Voilà, donc c'est des approches un peu différentes, plus rapides dans un cas, peut-être plus de fond il y a quelque temps. Bon, c'est chronophage quand même quand on fait ça. Donc le profil, il est plutôt dans les tranches d'âge élevées avec des cheveux blancs ou rares, un petit peu à mon image, que des jeunes de 18 à 25 ans. On en a quelques-uns qui sont des geeks et justement qui récupèrent des données, mais c'est quand même une tranche d'âge relativement élevée. Hommes-femmes, à peu près à égalité, je dirais, il y a beaucoup... C'est bien partagé de ce point de vue-là, quoi. Alors, quelle Alsace, à quelle période? Parce qu'on est en généalogie, donc on est sur le temps, on va dire sur le temps long, des 300 dernières années. Alors, l'Alsace d'aujourd'hui, enfin, la réponse ne peut pas se donner comme ça, même en généalogie, parce qu'il y aurait plusieurs approches à donner. On a cette difficulté d'aujourd'hui, c'est que le généalogiste ne peut pas trop en parler. Les 75 dernières années, on n'y a pas accès. Donc déjà, on est limité, enfin, on arrive à voir les actes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale maintenant. Ça, c'est autorisé. Mais on ne sait pas démographiquement, par exemple, ce qui s'est passé dans les actes depuis, on va dire, 1945. Donc on ne le sait pas. On n'a pas le droit, en tant que généalogiste amateur, de rentrer dans cette tranche d'âge. C'est la CNIL qui a décidé ça, et à juste raison, parce que souvent, sur un acte de mariage, sur un acte de naissance, il y a marqué en marginal « Monsieur Untel, voilà, s'est marié, puis il a divorcé, puis il a eu un enfant illégitime » ou des choses comme ça. Tout ça, c'est marqué en marge. Donc, à la limite, ça ne regarde pas le voisin de palier, etc. Pour ne pas rentrer dans l'intimité des gens, il y a plein de... Alors que l'acte lui-même est assez ancien. Mais de ce fait, on ne peut pas trop aller voir ce qui se passe dans les 75 dernières années. Donc, l'Alsace, aujourd'hui, vu de la généalogie, j'aurais du mal à y répondre. Historiquement, il faut savoir que l'Alsace, quand même, allait jusqu'à Belfort, jusqu'à Vougeaucourt, jusqu'à Port-Rentruy, dans le nord jusqu'à la Quaiche, la frontière, Landau. Donc, est-ce qu'on parle de cette Alsace-là, qui était à ce moment-là bien plus étendue que maintenant? Est-ce qu'on parle de l'Alsace d'aujourd'hui? Généalogiquement, tout se tient. Est-ce qu'on parle de l'Alsace d'aujourd'hui? Donc, voilà. Est-ce qu'on parle de l'Alsace française? Oui, essentiellement. Parce que c'est 148, c'est à peu près là où les registres commencent, mais on a eu quand même des grosses coupures. L'Alsace allemande, parce que c'est quand même ça notre histoire. C'est assez difficile. L'Alsace a plusieurs visages, même généalogiquement, même au niveau des écritures et au niveau de l'approche qu'on peut en faire dans les recherches. Pour moi, l'Alsace, j'aime bien l'idée qu'en Alsace, au-delà de la généalogie, c'est entre autres le dialecte, parce que ça fait partie de la culture, mais dans cette culture, il y a aussi le culinaire. C'est une grande partie de l'Alsace. C'est vrai pour toutes les régions. N'importe quelle région a sa particularité, mais on a la nôtre, donc celle-là, elle n'est pas noyée dans autre chose. Et on a la culture tout court. Et là, je fais référence à quelqu'un que tout le monde ici connaît, c'est Germain Muller. Donc là, c'est la culture, donc l'approche de l'Alsacien tiraillé entre les deux pôles qui étaient longtemps la France et l'Allemagne. Parce que si on regarde depuis 2000 ans, malgré tout, l'Alsace était française pendant 350 ans à peu près. Ça ne fait pas beaucoup. Bien sûr, c'est essentiellement les 350 dernières. C'est celles dont on se rappelle le plus. Donc on a cet attachement-là viscéral à la France. Mais voilà, donc on a cette dualité qui se retrouve d'ailleurs sur la petite fontaine qui est à côté de l'opéra. Donc, il y a les deux têtes, je crois que c'est les Janus, qui regardent un d'un côté et un de l'autre. Donc, cette dualité de Tommy Ungerer a toujours existé. Elle existe, elle est présente. Dans ma généalogie, pour revenir là-dessus, je ne l'ai pas retrouvée, parce que je n'ai pas trouvé d'ancêtre de l'autre côté du Rhin. C'est comme ça. Parfois, je n'y peux rien, je récupère les événements comme ils sont arrivés. Mais beaucoup de gens ont des ancêtres qui sont de l'autre côté du Rhin, ou des Picards, ou des Suisses, ou des Italiens. L'Alsace est aussi un petit peu ce melting pot généalogique, mais c'est des apports qui souvent ont eu lieu il y a bien longtemps et il faut déjà faire beaucoup de généalogie pour réussir à trouver ces liens-là. Claude Muller, qui est directeur de l'Institut d'histoire d'Alsace, il est étonné parce que pour l'instant, il n'y a eu aucune étude de fait
même en dehors de la généalogie. Aucune étude de fait sur la démographie des populations musulmanes. C'est bien de ça qu'on parle quand on parle d'une quatrième religion, mais ça peut être bien d'autres, hein, ça peut être les bouddhistes, etc. Mais il n'y a encore eu aucune étude de montée là-dessus, aucune étude historique démographique sur de l'histoire contemporaine qui a été lancée par l'université de Strasbourg, par exemple. Donc, l'université elle-même ne sait pas, les professionnels s'en sont pas occupés. Nous, généalogistes, on est encore bien plus loin parce qu'on a encore accès à beaucoup moins de documents que ces gens-là. Donc, nous, cette approche-là, elle nous est pour l'instant totalement interdite déjà et fermée. Donc, on ne pourrait pas le mesurer généalogiquement. On le voit de temps à autre sur des actes anciens, mais c'est très, très rare. 39-45, la religion a été mentionnée, mais on sait pourquoi aussi. Et il n'y a pas que la religion qui était mentionnée dans ces actes-là, qui sont sur des tout petits bouquins. Là, ils avaient fait très fort, parce qu'il y a même marqué sur un mariage, chaque mariage, il y a les noms des parents, ce qui est normal, des deux mariés, mais même les noms des grands-parents. Donc on faisait déjà une recherche très poussée pour d'autres raisons, et on indiquait la religion pour d'autres raisons. Mais à partir de là, après, c'était fini, on n'en voulait plus, quoi, de cette indication de religion. Ça rejoint le domaine privé, je crois, et ça m'étonnerait que l'INSEE ait le droit de faire des publications comme ça. C'est une belle idée de reprendre l'Alsace un petit peu, je ne veux pas me prendre le mot d'autonomie, mais faire une entité alsacienne, je trouve que ça a du sens, parce qu'à l'époque d'avoir été raccroché, peut-être avec nos amis lorrains, il y avait une certaine logique, mais aller jusqu'à Reims, les bassins d'emploi, la culture n'est pas la même, et puis... ils ont du champagne, alors nous, on a de l'excellent crément. Donc, voilà. Mais je veux dire, c'était un petit peu fait de façon à la hussarde, là aussi un petit peu cavalière, de mon point de vue. Ça n'engage que moi. Il y a peut-être beaucoup de gens qui trouvent que c'est bien. Mais retrouver une Alsace vraiment alsacienne, une entité alsacienne politiquement, je trouve que ça aurait du sens. Et ce qu'il faudrait, ce serait de la stabilité. Et pas redécouper, recoller, redécouper toutes les 15 minutes. Déjà, on a eu une Alsace administrative en rassemblant Bas-Rhin et Haut-Rhin, c'est déjà bien, c'est un premier point politique. Hein. Maintenant, on va voir ça. Bon, là, je donne un petit peu ma tendance avec ce que je lis, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. Mais trouver une Alsace cohérente, vraiment, pour elle-même, je trouve que ça aurait du sens, quoi. Ce serait une belle étape à venir, quoi.